On va reprendre sur de la physiologie, on va voir ce que l'entraînement en apnée peut nous apporter comme bénéfices physiologiques qui vont aider notre organisme à se protéger, à se mettre en sécurité. Et ça va nous être présenté par Fabrice Julia, qui est maître de conférence des universités, physiologiste et également un grand apnéiste. C'est à toi. Bonjour tout le monde, oui, grand apnéiste, je mesure 1m90. Oui, je suis déjà content qu'on ait parlé de chasse sous-marine, parce qu'il faut savoir que la chasse sous-marine, c'est quand même l'essence de l'apnée, ou l'apnée est l'essence de la chasse sous-marine. C'est vraiment quelque chose de très intéressant pour comprendre la physiologie, et l'étude des chasseurs sous-marins a permis de bien avancer sur la connaissance de la physiologie. Alors la pratique de l'apnée, très vite je fais un historique parce que je vois que tout le monde déborde, donc moi je vais pas essayer, j'essaie de déborder le moins possible. Bon, c'est quasiment impossible, mais bon, je vais essayer. La pratique de l'apnée, elle date depuis très très longtemps, puisqu'on a des preuves de pratique depuis de 10 000 ans, avec par exemple l'accumulation de coquillages qu'on trouvait qu'à des profondeurs importantes, plus de 8 à 10 mètres, donc forcément des profondeurs qui étaient atteintes en apnée. Et d'ailleurs, les Grecs l'avaient bien compris, puisqu'ils utilisaient des escadrons de plongeurs sous-marins en apnée pour aller couper les amarres, pour aller couler les flottes ennemies. Et d'ailleurs, le terme de scaphandrier, il vient d'Héraclite, puisqu'il utilisait ces plongeurs en apnée hommes-grenouilles, scaphe andros pour homme-grenouille, et le terme de scaphandrier, il vient des premiers pratiquants de l'apnée et non pas des premiers pratiquants de plongée autonome. Alors je passe très vite sur l'historique, volontairement. Donc de manière beaucoup plus contemporaine, il y a encore des peuples qui sont spécifiques au niveau de leur pratique, la pratique de l'apnée. Et vous avez les plongeuses à mât et aussi les plongeuses à ignio de Corée qui pratiquent encore, qui jusqu'à un temps très contemporain, il y a très peu de temps, pratiquaient l'apnée nue ou très peu habillée. Et puis maintenant, bon, évidemment, avec l'augmentation des techniques et les combinaisons qui sont de plus en plus performantes, bien évidemment, elles pratiquent avec des combinaisons de plongée. C'était des ethnies dont la plongée était réservée aux femmes. Maintenant, il y a aussi des plongeurs hommes qui pratiquent dans ces peuplades. Vous avez aussi dû entendre parler des nomades Bajau d'Indonésie, puisqu'ils ont fait l'objet d'un article spécifique qui montrait qu'il y avait des prédispositions à la pratique de l'apnée. Donc il y avait des gènes qui codaient et qui montraient que, en particulier, ce qu'on appelle ces nomades, ces gitans de la mer, possédaient des gènes qui expliquaient qu'ils avaient une meilleure capacité d'apnée que les autres. Donc c'est une publication qui date de 2 ans maintenant. Donc vous voyez que les études sur l'apnée, elles sont relativement, au niveau de l'histoire de la recherche, elles sont relativement précoces. Même si les premiers travaux sur l'apnée datent de 1870, en fait, l'essor de l'apnée, l'essor de l'intérêt de l'apnée vient avec le film de Luc Besson, Le Grand Bleu. Donc c'est quand même très contemporain. Alors, je vais très vite passer sur les disciplines, parce que si vous êtes là, c'est que vous les connaissez tous. Mais pour vous montrer qu'il y a un grand nombre de disciplines différentes de l'apnée, et il va y avoir donc autant d'entraînements différents qu'il y a de disciplines différentes. Si je prends les deux extrêmes, l'apnée statique où en fait, ce qu'on va rechercher, c'est à tenir le plus longtemps possible, mais dans ce cas-là, il y a très peu d'activité musculaire. Et à l'inverse, on va avoir l'apnée no limite, où là, il y aura aussi très peu d'activité musculaire, mais par contre, il va falloir aller très profond, très vite. Donc, dans un cas, c'est apprendre à durer, donc à tenir une apnée sur la durée, et dans la deuxième situation, il va falloir apprendre à résister à la pression. Donc, vous comprenez bien qu'on ne va pas pouvoir avoir le même type d'entraînement. C'est comme quand on entraîne quelqu'un en sprint ou en endurance, même si ce sont deux disciplines qui peuvent être dans la discipline d'athlétisme, l'entraînement va être fondamentalement différent. Les records pleuvent, les records évoluent, et vous voyez que dès 2020, il y a plein de records qui ont évolué, et on atteint maintenant des profondeurs de plus de 110 mètres en poids constant.
Et on atteint maintenant des distances de plus de 300 mètres, donc des distances de 300 mètres en apnée en piscine, donc en apnée dynamique, que ce soit en bipalme ou en monopalme. Et vous voyez aussi que Natalia Molchanova détient encore des records qui datent donc depuis plusieurs années, comme Stéphane Lissud détient encore le record d'apnée statique. Donc il y a certains records qui sont difficiles à approcher. Mais quand vous voyez que Natalia Molchanova a eu plusieurs records et que Alexei Molchanov a lui aussi plusieurs records, on peut se poser la question de savoir s'il y a des prédispositions génétiques ou si c'est l'école russe qui est particulièrement performante. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de pays de l'Est qui sont représentés dans les disciplines d'apnée. Il y a encore une différence entre les performances chez les hommes et chez les femmes. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure de l'évolution des entraînements, ces différences ont tendance à s'amenuiser. Et donc les performances des femmes se rapprochent de plus en plus des performances des hommes. Alors parlons maintenant de physiologie. Alors, il y a souvent un abus de langage. Quand on fait de l'apnée, on a tendance à dire « je vais arrêter de respirer ». Non, non, on arrête de ventiler. La ventilation, c'est le phénomène mécanique. Je fais rentrer, je fais sortir l'air dans les poumons. La respiration, c'est un phénomène cellulaire. Et jusqu'à présent, on n'est pas capable d'arrêter l'utilisation de l'oxygène par les mitochondries pour fabriquer de l'énergie. Donc, l'apnée, c'est un arrêt, non pas de la respiration, mais de la ventilation. Et justement, la physiologie de l'apnée est très étroitement liée à cet arrêt d'apport en oxygène extérieur. Et le maintien de la respiration pendant l'apnée va être donc un des facteurs limitants de l'apnée, et donc un des facteurs aussi de risque. Si chacun d'entre nous, quel qu'il soit, fait une apnée, il va déclencher un certain nombre de mécanismes qui sont réflexes, qui ont été regroupés sous le terme de diving reflex, réflexe de plongée, la première fois décrit par Paul Bert en 1870. Alors lui, ce n'était pas vraiment de la plongée, c'était plutôt de la noyade, c'est-à-dire qu'il noyait des animaux et il regardait ce qui se passait. Donc les animaux, dans ce cas-là, étaient forcément volontaires, puisqu'ils ne pouvaient pas s'empêcher. Donc il a commencé à travailler chez le canard, d'accord. Il a pris des animaux aquatiques qui vivaient et il les a noyés, entre guillemets, pour voir un peu les mécanismes qui se mettaient en place. Alors vous comprenez bien que ce qu'il a décrit, c'était difficile à exploiter maintenant parce qu'il y avait le facteur de stress lié à l'eau noyade, à l'immersion, d'accord, en plus du facteur apnée lui-même. Il ne pourra pas me faire de procès parce que 1870... Donc, ces mécanismes, ce réflexe de plongée, il apparaît effectivement dans l'eau, mais il apparaît aussi hors de l'eau. Pourquoi hors de l'eau? Parce qu'il nous arrive fréquemment de faire une apnée hors de l'eau. Vous vous retrouvez derrière une voiture avec le pot d'échappement qui crache de la fumée, vous allez vous mettre naturellement en apnée. Vous êtes en présence d'une substance irritante, une fumée, des vapeurs irritantes d'acide, vous allez naturellement vous mettre en apnée. Donc ce réflexe, il existe hors de l'eau, mais ce réflexe, bien évidemment, il va être aussi majoré dans l'eau. Donc le but de ce réflexe, c'est quoi? C'est de protéger les zones de l'organisme qui sont très sensibles au manque d'oxygène. Et il y a principalement deux zones qui sont très sensibles à court terme au manque d'oxygène, parce que toutes les zones sont sensibles au manque d'oxygène, mais à plus ou moins court terme. C'est le cerveau et le cœur. Donc on va mettre en place des mécanismes pour préserver le cerveau et le cœur. Et ces mécanismes, à l'origine, on les a décrits comme étant principalement d'origine cardiovasculaire, à savoir une baisse de la fréquence cardiaque, le cœur ralenti, d'accord. Parallèlement à ça, il va y avoir une fermeture de la circulation dans tous les territoires qui ne sont pas forcément nécessaires à court terme pour la survie. La circulation au niveau de la peau, la circulation au niveau du système digestif, la circulation au niveau des muscles striés squelettiques. Et donc, si on ferme d'un côté et qu'on ouvre de l'autre, ça va permettre une redistribution du sang vers les territoires qui ont le plus besoin d'oxygène, et cet oxygène étant transporté par le sang, bien évidemment, s'il y a plus de sang qui arrive, il y aura plus d'oxygène pour les perfuser. On a aussi décrit, parallèlement donc à cette vasoconstriction périphérique,
une contraction de la rate. La rate, c'est l'organe qui se contracte dans toutes les situations de stress, en particulier dans les situations de stress hémorragique. Ben là, comme on a un manque d'oxygène lié à cette consommation d'oxygène pendant l'apnée, la rate se contracte, renvoyant dans la circulation une certaine quantité de globules rouges, et ça va permettre, entre guillemets, d'avoir un apport supplémentaire de transporteurs d'oxygène. Il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui est relativement peu important chez l'homme. Elle existe, cette contraction de la rate, mais elle a un effet physiologique qui est relativement faible, en tout cas pour l'apport en oxygène. Par contre, c'est un rôle majeur chez les mammifères marins. Elle joue un rôle très important parce qu'elle stocke des globules rouges en bon état de fonctionnement et surtout un gros volume. Donc, en même temps qu'on va avoir donc, cet ajustement au niveau de la circulation périphérique et cette bradycardie, on va avoir une vasodilatation au niveau du cerveau, permettant au sang de mieux arriver, et au niveau des artères coronaires, permettant aussi au sang de mieux perfuser le tissu cardiaque lui-même. Donc ce qu'on peut voir quand on compare des apnées statiques et des apnées dynamiques chez des gens qui sont entraînés en apnée et chez des gens qui ne sont pas entraînés en apnée, c'est que cette bradycardie, c'est-à-dire cette baisse de la fréquence cardiaque, est d'autant plus accentuée qu'on sera entraîné en apnée. Ça veut dire que quelqu'un qui est entraîné n'a pas le même diving réflexe, n'a pas la même réponse à l'apnée que quelqu'un qui ne l'est pas. Il y a donc un facteur génétique, inné, et un facteur lié à l'entraînement, qu'on va donc pouvoir potentialiser avec un entraînement adapté. Donc vous voyez que si on compare la perfusion coronaire pendant une apnée, c'est-à-dire la quantité de sang qui va perfuser le tissu cardiaque lui-même, ben, pendant une apnée statique de 2 minutes, elle augmente d'environ 20% chez quelqu'un qui n'est pas un pratiquant d'apnée qu'on va considérer comme étant expert. Vous avez ici représenté un vaisseau sanguin terminal, c'est-à-dire par là où arrive le sang au niveau des muscles striés squelettiques. Donc dans la situation normale, vous voyez que ce vaisseau sanguin, il est ouvert. Donc le sang circule normalement dans ce vaisseau. Mais on voit aussi, marqué muscle-lisse, qu'il existe des muscles lisses circulaires sur les parties terminales de ces vaisseaux sanguins. Ces muscles lisses circulaires, ce qu'on appelle des sphincters. Ces sphincters vont permettre l'ajustement du débit sanguin dans ces territoires-là. Quand ils sont ouverts, il y a beaucoup de sang qui arrive. Quand ils vont se fermer, il y a moins de sang qui va arriver. Quand on fait une apnée, qu'est-ce qui se passe? On a une vasoconstriction, c'est-à-dire une stimulation de ces sphincters qui vont se fermer. Et la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup moins de sang qui va arriver dans ces muscles. Comment vous le ressentez? Ben, si jamais il vous arrive de faire une apnée, par exemple, vous vous amusez à faire une apnée en pédalant sur un vélo, très très vite, vous allez sentir que vos jambes sont lourdes. Elles sont lourdes pourquoi? Parce qu'il y a moins de sang qui arrive, donc moins d'oxygène qui arrive. Et s'il y a moins d'oxygène qui arrive, c'est ce qui est représenté à droite, eh ben, il y a moins d'oxygène, il y a moins de sucre aussi qui arrive dans le sang, et la conséquence, c'est une augmentation de la production des lactates dans le muscle. Autrement dit, quand on fait une apnée, c'est un petit peu comme si on faisait un garrot sur le muscle, si on fermait la circulation, si on mettait un bas de contention. Ça va empêcher une circulation optimale du sang, et donc les lactates ont tendance à s'accumuler, ce qui donne cette sensation de jambes lourdes, et ce qui engendre des signes de fatigue très précoces. Et donc on a tendance à arrêter rapidement. Une deuxième conséquence de la vasoconstriction périphérique qui peut avoir une répercussion très importante sur la santé du pratiquant, c'est que lorsqu'on ferme la circulation dans un système de tuyauterie, où qu'elle soit, on va créer une augmentation de la pression. Ben, cette vasoconstriction périphérique, elle est parfois tellement importante que ça provoque, lorsqu'on l'associe donc une apnée avec une augmentation de la profondeur, en l'occurrence une plongée à 50 mètres, on augmente la pression artérielle de manière considérable, et vous voyez que la pression artérielle là, elle arrive à dépasser 300 mm de mercure. C'est comme si vous aviez une tension à 30.
Donc, vous comprenez bien qu'au niveau cardiovasculaire, les répercussions peuvent être très importantes si le système cardiovasculaire, si l'intégrité du système cardiovasculaire n'est pas optimale. Si on associe une immersion avec profondeur, apnée, eau froide, on a une vasoconstriction périphérique qui est très 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 importante malgré la bradycardie derrière. Si on regarde au niveau de la circulation cérébrale après une apnée de 2 minutes, alors je ne sais pas pourquoi ça fait un truc par-dessus comme ça, non ? Bon. On a pu constater qu'elle augmentait d'environ 20%. 20% c'est intéressant, mais vous verrez que quelqu'un d'entraîné, pour la même apnée, c'est 200%. Ça veut dire que l'intégrité du système nerveux central n'est pas préservée de la même façon quand on est entraîné et pas entraîné en apnée. Alors vous êtes tous là, donc vous connaissez parfaitement les effets de la pression, mais comme il y a une intervention d'ORL après, je vais passer très très rapidement. Lorsqu'on fait une apnée, on part effectivement avec les volumes de départ, c'est pas comme en plongée bouteille, on ne va pas ventiler un mélange à la pression ambiante, mais par contre, cette augmentation de pression va avoir une répercussion immédiate sur les cavités qui contiennent de l'air. Et ces cavités qui contiennent de l'air, c'est toute la sphère ORL, bien évidemment. Et donc, il faut être sûr que toute la sphère ORL est en très bon état, en particulier pour permettre la compensation, bien évidemment, au niveau des tympans, puisque la pression hydrostatique va exercer une pression qui va augmenter en fonction de la profondeur sur la partie externe du tympan. Il va falloir compenser cette augmentation de pression hydrostatique par une pression équivalente au niveau de la trompe d'Eustache. Et c'est là que certains sont plus favorisés que d'autres. L'anatomie, ce n'est pas quelque chose qui est reproductible de manière identique entre les individus. Certains individus ont la chance d'avoir des trompes d'Eustache qui facilitent le passage de l'air. D'autres n'ont pas cette chance-là et auront beaucoup plus de mal à compenser et donc auront moins d'aptitude à aller profond. Donc il y a aussi un facteur anatomique qui favorise ou non la capacité à aller très profond. La deuxième partie, j'en parle pas, mais il y a toute la partie des sinus aussi qui est très très importante. Bien évidemment, si on a des sinus qui correspondent très bien les uns avec les autres, on aura beaucoup de facilité pour compenser. Alors que malheureusement, si certains sinus ont tendance à être soumis à des inflammations régulières, c'est aussi un frein. Et ça sera d'autant plus un frein que la vitesse de plongée sera importante. Et c'est là où l'utilisation des gueuses peut poser un problème chez certaines personnes qui ont des problèmes au niveau des sinus. Une chose qui est très intéressante, c'est dans les années 60, on pensait qu'on allait être limité à des profondeurs en apnée relativement restreintes, de l'ordre de 40-50 mètres, profondeur qui dépendait directement du volume résiduel. Puisqu'au fur et à mesure qu'on descend, le volume de la cage thoracique, lui, va diminuer. Il diminue au début proportionnellement à la profondeur à laquelle on est. Autrement dit, quand on est à 20 mètres, la pression étant de 3 bars, le volume de la cage thoracique est 3 fois moins important. Sauf que notre cage thoracique, nous, manque de peau, elle a très peu de côte flottante et on est en plein milieu un sternum. Et donc ce sternum, étant relativement rigide, va faire que notre cage thoracique elle-même est relativement rigide, donc elle est peu compressible. Donc lorsqu'on va atteindre la profondeur qui correspond au volume résiduel du plongeur, elle ne peut plus se déformer. Or les côtes sont beaucoup moins résistantes que la pression ambiante. Nos côtes de la cage thoracique, elles ne peuvent pas résister à des pressions de 5, 6, 7, 10 bars. Et pourtant, on peut descendre à des profondeurs supérieures à 100 mètres. Ça veut dire qu'un mécanisme s'est mis en place pour éviter une déformation de la cage thoracique qui serait irréversible. Donc on s'est posé la question, mais comment se fait-il que la cage thoracique, elle, soit peu déformable, mais qu'en contrepartie, elle ne soit pas écrasée de manière irréversible lorsqu'on va à des profondeurs très importantes. Et les Américains associés aux Français se sont posé cette question et ils ont utilisé le plongeur le plus profond de ces années-là, qui est Jacques Mayol. Et Jacques Mayol s'est prêté à l'exercice suivant. On s'est dit, il se passe quelque chose dans la cage thoracique. Qu'est-ce qui se passe ?
pour qu'on puisse aller à des profondeurs plus importantes. Donc, ils ont mis en place un système de radiographie étanche. Donc là, c'est un appareil de radiographie qui fait des clichés à des profondeurs de 30, 40, 50 mètres. Donc là, c'est Jacques Mayol qui se prête à ce jeu-là. Et on fait des clichés de sa cage thoracique. Et là, on s'aperçoit qu'il présente à ces profondeurs-là des poumons de noyer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a décrit un phénomène qui s'appelle le Blue Shift. Le Blue Shift, ça fonctionne comment? Lorsqu'on descend, donc je vous l'ai dit, la pression augmente, donc le volume de la cage thoracique, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue. Au bout d'un moment, la cage thoracique devient indéformable. Donc c'est une enceinte relativement close. Donc la pression ambiante continue d'augmenter, alors que la pression dans la cage thoracique augmente moins vite que la pression ambiante. Il y a donc une différence de pression entre l'extérieur, le milieu ambiant, et l'intérieur de la cage thoracique. L'intérieur de la cage thoracique devient donc négatif par rapport à l'extérieur. Que se passe-t-il lorsque dans une seringue, on tire sur le piston? La pression à l'intérieur de la seringue devient inférieure à la pression à l'extérieur. C'est ce qui permet de faire entrer le liquide. Or, dans la cage thoracique, on a les poumons et le cœur. Et donc, la pression négative à l'intérieur de la cage thoracique va se répercuter sur les poumons et le cœur. Et ça va donc créer un afflux de sang dans la cage thoracique, le Blue Shift. Et les liquides étant incompressibles, la cage thoracique devient incompressible. Donc c'est purement mécanique. Et bien évidemment, ce Blue Shift, il est favorisé par la vasoconstriction périphérique qui favorise le retour veineux, le retour du sang vers le cœur. Et donc on peut aller beaucoup plus profondément, plus de 200 mètres quand on regarde le record d'Herbernich. Donc vous avez ici une présentation rapide du Blue Shift, donc je passe dessus pour gagner du temps. Lorsqu'on fait une apnée, chacun d'entre nous, quel que soit son niveau, il ressent deux choses. Première chose, je suis très bien, je suis tellement bien que le mytho qui m'avait dit que je ferais qu'une apnée de 30 secondes, ben vous allez voir, je vais lui montrer moi que j'en fais une plus longue. Puis brutalement, je suis très bien, ça passe, oh, c'est dur, hein. Là je ne peux plus tenir. Donc deux phases, une phase de bien-être, puis brutalement apparaît une phase de lutte. Je passe d'un état physiologique à un autre complètement différent. Ben, la phase de bien-être, elle est purement liée à tous les messages physiologiques qui arrivent à l'organisme, tous les récepteurs qu'on stimule. Ben, la phase de lutte, elle est purement mentale. Plus j'ai cette capacité de lutte, plus longtemps je vais tenir. Attention, je n'ai pas dit mieux je vais faire une apnée en sécurité. Non. La capacité de lutte, elle permet de tenir plus longtemps, mais ça ne veut pas dire qu'on tient plus longtemps en sécurité. D'accord? Ben, avec l'entraînement, qu'est-ce qui va se passer? Deux choses. Au niveau physiologique, un petit peu comme dans tous les sports, quand on s'entraîne, on devient meilleur parce qu'on a créé des adaptations physiologiques, que ce soit en altitude, que ce soit au froid, d'accord, par exemple. Mais quand on s'entraîne aussi et difficilement, durement, on augmente aussi cette capacité de lutte. Et très souvent, ce qui fait la différence entre un bon performeur à l'entraînement et un bon performeur en compétition, c'est aussi la capacité de lutte. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est dangereux, vous dites que c'est... Oui, c'est dangereux. Mais chaque fois qu'on veut battre un record, c'est dangereux. Quand on fait de la Formule 1 dans les rues de Monaco, c'est dangereux. D'accord? Ben, toutes les disciplines, dès qu'on cherche des records, forcément, c'est dangereux. Dans l'entraînement, en fait, on essaie toujours d'être, quand on compare ça avec une ascension en montagne, sur la crête. La crête, c'est le point le plus haut, mais des deux côtés, il y a le précipice. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester sur la crête, sans jamais basculer d'un côté ou de l'autre. Donc c'est un petit peu ce qui va se faire lorsqu'on s'entraîne, c'est s'arranger pour être toujours au niveau maximum sans le dépasser. Et c'est là toute la subtilité du rôle du physiologiste, c'est de rester sur cette crête-là et pas basculer d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qui sépare souvent ces deux phases?
C'est l'apparition de la stimulation de tous les récepteurs, en particulier des récepteurs sensibles au CO2. Et ces récepteurs, selon les personnes, ils commencent à se stimuler pour des pressions partielles de CO2 entre 46 et 50 mm de mercure. Et là, ces récepteurs, ils vous donnent cette petite sensation désagréable, parfois associée à des contractions diaphragmatiques, mais pas forcément. Donc on sépare cette phase de bien-être de la phase de lutte par l'apparition en fait de cette stimulation de ces récepteurs-là. Inné acquis, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, effectivement, il y a un gène en particulier, le PDE10A, qui a été mis en évidence chez les Bajau, qui présente des prédispositions à l'apnée. Mais ce ne sont pas les premiers en fait à montrer qu'il y avait des prédispositions à l'apnée, parce qu'il y a des études qui ont été faites par les Japonais sur les plongeuses amas, justement, qui ont montré dans les années 73 que justement ces plongeuses amas, y compris l'ethnie équivalente qui vivait sur le continent, présentaient des prédispositions sans jamais avoir fait d'apnée de leur vie. Donc il y a des prédispositions, on le sait depuis très longtemps, d'accord ? Il y a eu des sélections, et ces sélections sont d'autant plus faciles à mettre en évidence que les peuples ont été isolés, donc sur des îles, ou des ethnies qui ne se mélangeaient pas avec les autres populations. Donc il y a une partie innée, et on a pu mettre en évidence aussi en 2018 qu'il y avait un profil d'apnéistes syncopeurs. Il y a des apnéistes qui ont malheureusement des prédispositions à faire des syncopes. Et ceux-là, vous en avez peut-être dans votre entourage. Ils sont assez bons, mais par contre, ils vont souvent au carton. D'accord ? Et il y a d'autres apnéistes qui, eux, font quasiment jamais, voire jamais de syncope. Et lorsqu'on me parle, on me parle souvent, est-ce que l'apnée, c'est délétère, la pratique de l'apnée, c'est délétère ou c'est ça apporte un bénéfice ? Ça apporte un bénéfice quand on ne fait pas d'accident. Et par contre, quand on commence à les enchaîner, c'est délétère. Autrement dit, on ne peut pas dire que l'apnée, c'est délétère parce que ce n'est pas vrai. Il y a le cas d'apnéistes qui sont très âgés, qui sont en parfaite santé, d'accord ? Mais eux, ils ne font pas d'accident. Alors qu'il y a des apnéistes qui font accident sur accident. Et quand on regarde les IRM cérébrales, c'est inquiétant. Alors, une chose intéressante, c'est que l'entraînement porte très vite ses fruits. Donc, on a entraîné des gens pendant 3 mois en apnée, des gens qui n'en avaient jamais fait. Et on s'aperçoit déjà qu'au bout de 3 mois, si on regarde l'évolution de la fréquence cardiaque, vous voyez que la ligne continue au-dessus, c'est au début, et la ligne en dessous, c'est à 3 mois. Alors vous voyez bien qu'il y a un diving réflexe, il est déjà présent. Mais vous voyez que la fréquence cardiaque est beaucoup plus basse après 3 mois d'entraînement qu'au début. Et là, c'est un double intérêt. Pourquoi double intérêt ? Premier intérêt, je vous ai dit tout à l'heure qu'on préservait le cœur et le cerveau. Mais si votre cœur bat moins vite, il consomme moins. C'est un muscle. Moins un muscle travaille, moins il consomme. Première chose. Deuxième chose à savoir, c'est que le cœur, lui, il est perfusé pendant les phases où il est au repos, ce qu'on appelle la diastole. Moins il bat vite, plus il se repose. Et pendant ces phases de repos, c'est là où il reçoit l'oxygène. Donc plus vite il récupère, et moins il souffre. Donc ça a déjà un effet très intéressant pour la préservation de l'oxygène. Deuxième chose qui est intéressante, et c'est là où je suis contre à 100% le one-shot, c'est que apnée 1, apnée 2, apnée 3, apnée 4, apnée 5, ça montre l'évolution de la fréquence cardiaque après une apnée, à la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Vous remarquez que plus on enchaîne les apnées, plus la bradycardie va être prononcée. Et vous voyez qu'il faut au moins 3 apnées d'échauffement pour que le diving reflex soit vraiment installé. Ça veut dire que quand vous faites un one-shot, en tout cas au niveau du cœur, il n'est pas prêt. Et c'est probablement la même chose au niveau du cerveau. Ça veut dire que comme il n'est pas prêt, c'est vrai qu'il ne ressent rien.
Il y a beaucoup de pratiquants qui me disent « Ouais, mais c'est bien parce que je ne ressens rien. » Mais si vous plongez votre main très rapidement dans de l'eau bouillante et que vous la ressortez, vous ne ressentez rien. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dégâts derrière. D'accord? Le one-shot, l'organisme, il ne s'est pas préparé. Imaginez un instant qu'on prenne quelqu'un en hélico, qu'on le monte sur le Mont Blanc et qu'on le parachute. Vous allez vous dire, ah oui, il est bien lui, hein, il est arrivé, il n'a rien ressenti. Donc le one-shot, l'organisme n'a pas eu le temps de s'adapter. C'est évident. Ça ne veut pas dire que c'est pour la performance elle-même, ça a un impact, mais c'est un impact pour l'intégrité du système. Autre chose qui est intéressante, c'est qu'on a mis en évidence, avant entraînement, c'est en bas, après entraînement, c'est en haut, la relation entre une molécule libérée par l'organisme qu'on appelle l'adénosine et la fréquence cardiaque. Alors l'adénosine, vous avez peut-être, pour ceux qui ont fait des études supérieures, entendu parler de ça, de l'ATP, adénosine triphosphate. Ben, c'est l'énergie, la seule énergie utilisable par l'organisme. Ben, nous, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'on produit d'autant plus d'adénosine qu'on est entraîné. On va dire quel intérêt. L'adénosine, c'est un vasodilatateur cardiaque et cérébral. Autrement dit, plus on est entraîné, plus on libère cette adénosine, plus on va protéger le cœur et le cerveau. Et autant il n'y a pas de relation entre la fréquence cardiaque et l'adénosine quand on n'est pas entraîné, autant plus on est entraîné, plus on libère d'adénosine, et plus cette adénosine va faire deux choses, ralentir le cœur et augmenter sa perfusion. Autrement dit, c'est un énorme effet protecteur. Et là, je rejoins l'intervenant d'avant qui disait que l'été, il y a plein de personnes, pas forcément des jeunes, hein, il y a plein de personnes qui se mettent à faire la chasse sous-marine, qui sont en bonne forme, effectivement, qui ont une bonne condition physique et qui vont se mettre à pratiquer la chasse sous-marine comme ça. Et qui ont des bonnes performances. Mais pourquoi ils ont des bonnes performances? Parce que comme ils sont entraînés, ils ont aussi développé leur capacité de lutte. Et donc ils tiennent les apnées, pas forcément en sécurité. Et j'ai beaucoup trop vu partir autour de moi de gens qui me disaient « Moi, la syncope, je la sens arriver », pour vous dire qu'on ne la sent pas arriver. Et je peux vous garantir qu'il y a des très très grands champions. Il y a des champions, plusieurs fois champions du monde, que j'ai vu syncoper devant moi et qui ne l'ont pas vu arriver. Et puis Natalia Mochanova, elle serait peut-être parmi nous si elle avait senti arriver aussi. Donc, attention, méfiez-vous. La syncope, on ne la sent pas arriver, c'est pas vrai. Autre chose qui est très intéressante, c'est que cette adénosine, elle agit aussi sur la circulation périphérique, sur d'autres récepteurs. Par contre, ce n'est pas intéressant pour l'apnée. Pourquoi? Parce qu'elle va contre la vasoconstriction périphérique qu'on a vue tout à l'heure. Effectivement, elle va contre quand on n'est pas entraîné. Mais par contre, quand on est entraîné, le diving réflexe est tellement important qu'il empêche l'adénosine d'aller ouvrir la circulation dans les muscles striés squelettiques. Donc, elle favorise vraiment le cœur et le cerveau, mais elle ne va pas favoriser les muscles. Donc, on est vraiment en sécurité. Et ça, pour avoir ce niveau-là, il faut quasiment 1 an d'entraînement. La conséquence, c'est qu'il y a des relations directes entre cette molécule, l'adénosine, et la pression artérielle, puisqu'elle joue, elle aussi. Cette pression artérielle, elle est directement liée à cette vasoconstriction périphérique. Donc si l'adénosine ne peut pas interférer sur la circulation au niveau des muscles, elle ne peut pas contrebalancer la pression artérielle. Mais si elle ne contrebalance pas la pression artérielle, lorsque la pression augmente, le cœur, en réponse, va aussi ralentir. Donc on a une boucle qui fait qu'à partir du moment où on a une partie des mécanismes qui sont favorisés, ça va favoriser les autres en cascade. Mais c'est valable dans l'autre sens. Si une partie des mécanismes ne sont pas favorisés, ça ne va pas non plus favoriser les autres dans l'ensemble. Autrement dit, quand on n'est pas entraîné, on va à la fois avoir une répercussion sur la circulation, sur la consommation et sur la préservation de l'intégrité de l'organisme.
Quelque chose de très intéressant, c'est l'évolution de la lactatémie avec l'entraînement. Donc là, c'est simplement après 3 mois d'entraînement spécifique à l'apnée. Alors, cet entraînement, il était relativement, je vais dire, light. Alors, on a entraîné des triathlètes. Alors, pourquoi avoir choisi d'entraîner des triathlètes? Parce qu'on me dit souvent, vous auriez dû prendre des sédentaires, des gens qui ne faisaient pas de sport. Vous avez vu à quel point c'est dur l'apnée? Imaginez qu'on prenne des gens qui n'ont jamais fait de sport et puis on leur dit, non seulement tu vas faire du sport, mais en plus tu vas en chier. Il y a très très peu de chances que les gens acceptent de poursuivre ce type d'entraînement. Donc on a décidé de prendre des gens qui avaient déjà une pratique difficile, parce que le triathlon c'est une pratique difficile, et d'intégrer dans leur programme d'entraînement de l'apnée, mais pour ne pas augmenter la charge d'entraînement, parce que ce qu'on appelle un biais méthodologique, on a supprimé les sorties vélo des triathlètes. Et à la place, ils ont fait du vélo avec de l'apnée. Et au bout de 3 mois, on s'aperçoit que plus ils sont entraînés, moins ils produisent d'acide lactique. Et pourtant, ils produisent le même effort. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que cette sensation de jambes lourdes qu'on ressent quand on n'est pas entraîné, au fur et à mesure des entraînements, elle va disparaître. Elle va disparaître pourquoi? Parce que les muscles striés squelettiques, étant régulièrement privés d'oxygène, vont se dire il faut que je me débrouille autrement. Il faut que j'utilise mieux les lactates. Parce qu'on a tous tendance à penser que l'acide lactique, c'est un déchet. Et non, pas du tout. En fait, l'acide lactique, si on a les enzymes, on peut l'utiliser pour fabriquer de l'énergie. On fait du recyclage. Et en fait, plutôt que de s'accumuler, il sert de moteur, il permet de produire de l'énergie, et ça a double effet parce qu'on produit de l'énergie et en plus, il ne s'accumule pas, donc il n'empêche pas l'exercice, donc il limite les signes de fatigue musculaire. Et c'est la raison pour laquelle l'entraînement à l'apnée, il a des répercussions dans des disciplines qu'on n'imaginerait pas. D'accord? En VTT descente, en escalade, en Grand Prix, en voltige aérienne. Toutes ces disciplines où pendant un moment donné, il y a beaucoup moins de sang qui arrive dans certains muscles et on va donc apprendre aux muscles à fonctionner avec moins d'oxygène et donc de manière différente. En 3 mois, regardez ce qui se passe pour la perfusion cérébrale. Elle est 2 fois plus importante simplement après 3 mois d'entraînement. Donc on a appris, on a préservé son cerveau aussi. On est plus performant au niveau musculaire, on est mieux préservé au niveau cardiaque et on est mieux préservé au niveau cérébral. Pour vous donner un exemple, après 3 mois, on était passé de 20% à 50% et après 1 an, on est passé à plus de 200% d'augmentation. Et chez un grand champion qu'on a mesuré après une apnée de 8 minutes, il était à près de 1000% d'augmentation de la perfusion cérébrale. Imaginez donc que son cerveau il est beaucoup mieux préservé, ce qui explique qu'il peut maintenir des apnées très très longues avec des niveaux d'oxygène extrêmement bas, sans que ce soit délétère. Au niveau cardiaque, c'est à peu près la même chose. Alors je ne comprends pas pourquoi il y a ça, mais ce n'est pas grave. Et une chose très importante, très intéressante, c'est la production des radicaux libres. Alors les radicaux libres, c'est quelque chose qui est à la mode. Ce sont souvent les témoins de vieillissement cellulaire, mais c'est aussi les témoins de souffrance de l'organisme. Autrement dit, lorsqu'on met l'organisme en face d'une situation de stress, le froid, le chaud, l'altitude, c'est-à-dire le manque d'oxygène, l'hyperoxie, trop d'oxygène, l'apnée, chaque fois, on a une énorme production de radicaux libres et c'est très délétère pour l'organisme. Alors, le radical libre le plus connu, c'est le peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire l'eau oxygénée, entre guillemets. Vous savez tous que l'oxygéné, on l'utilise pour désinfecter, pour décolorer. Imaginez ce qui se passerait s'il y avait une grande quantité de cette molécule libérée dans l'organisme.
Quand on s'entraîne, après 3 mois, on a diminué au moins de moitié la production de radicaux libres, c'est-à-dire c'est beaucoup moins stressant pour l'organisme. Et au bout d'1 an, on n'en produit quasiment plus. C'est-à-dire l'apnée, c'est devenu pour l'organisme une situation normale. Ce n'est plus un stress, ce n'est plus délétère. Alors que quand on n'est pas entraîné, c'est très délétère. D'où l'intérêt de la progressivité. Alors, je vais aller très vite, c'est un véritable marathon, donc je vais vous parler rapidement de la syncope, même si après c'est abordé dans les détails. Alors, la syncope, c'est quoi? Ce n'est plus ni moins qu'un mécanisme, normalement, pour préserver l'intégrité du système nerveux central. Pour la préserver, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en veille. Et quand on est en veille, forcément, on consomme moins. Et si on consomme moins, peut durer plus longtemps. Prenons 2 situations. Alors, en bas, je vous ai mis la zone de syncope, qui est déterminée par la quantité d'oxygène. En pointillé, le moment où on ressent l'envie de respirer, c'est-à-dire quand on est en phase de lutte. Donc, la zone de syncope, elle est liée à l'oxygène. Et le moment où on ressent l'envie de respirer, c'est lié au gaz carbonique. Donc, lorsqu'on fait une apnée normale, ventilation normale, on voit que la pression partielle en oxygène, elle a un certain niveau. Alors, je ne mets pas de chiffres pour pas que les gens se focalisent dessus. Et la pression partielle en gaz carbonique, elle a son niveau. Bien évidemment, il y a plus d'oxygène que de gaz carbonique. Là, ce sont les pressions partielles dans le sang. Qu'est-ce qui va se passer quand on va faire l'apnée? On fait une apnée, il n'y a plus d'apport extérieur en oxygène. Donc la pression partielle d'oxygène diminue dans le sang. Elle diminue, elle diminue, elle diminue. Et on va atteindre un certain niveau à la fin de l'apnée. Et vous voyez que normalement, on est relativement loin de la zone de syncope. Pourquoi? Parce que lorsque la pression partielle de gaz carbonique a augmenté, à un certain moment, elle atteint la ligne pointillée. Et cette ligne pointillée, elle vous dit, il est temps de reprendre sa ventilation. Donc, on écourte son apnée. On a donc ressenti l'envie de respirer avant d'avoir atteint la zone d'oxygène qui peut déclencher la syncope. Cette zone, ce n'est pas la même chez tout le monde. Il y a des gens qui sont capables de supporter des pressions partielles d'oxygène beaucoup plus basses que d'autres. Morgan Bourkis est capable de supporter des niveaux d'oxygène où tous d'entre nous, là, on serait déjà en syncope depuis très longtemps. Donc, c'est lié à l'entraînement, c'est lié aussi aux capacités. Il y a une partie innée et il y a une partie aussi acquise par l'entraînement. Maintenant, prenons le cas d'une hyperventilation. Quand on hyperventile, la pression partielle d'oxygène, elle n'augmente pas. Puisqu'on est déjà saturé entre 98 et 100%. Donc vous pouvez hyperventiler tant que vous voulez, ça ne change rien. Par contre, on va provoquer ce qu'on appelle un rinçage alvéolaire. Et donc, le fait d'hyperventiler, on fait sortir tout le CO2 dans l'air alvéolaire. Et donc, le CO2 du sang, pour s'équilibrer, va sortir aussi. Alors, ça fait baisser la pression partielle de gaz carbonique. Et c'est ce qui vous donne cette sensation de bien-être, de picotement. On attaque notre apnée après une hyperventilation. Logiquement, la pression partielle d'oxygène, elle descend, puisqu'on n'apporte pas d'oxygène. Le CO2 augmente, mais il part de beaucoup plus bas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, au fur et à mesure que l'oxygène descend, le CO2, lui, monte. Mais comme il monte de plus bas, il va nous indiquer qu'il est temps de reprendre la ventilation, bien trop tardivement, après que l'oxygène, lui, ait atteint un niveau suffisamment bas pour provoquer la perte de connaissance. Et malheureusement, quand on a perdu connaissance sous l'eau, le taux de CO2 continue d'augmenter et au bout d'un moment, on va avoir ce réflexe inspiratoire automatique et on va inspirer sous l'eau. Et donc, ce n'est pas la syncope qui vous aura tué, mais c'est la noyade après la syncope. Alors bien évidemment, chaque fois qu'on va augmenter la consommation d'oxygène, on va accélérer cette chute, mais chaque fois qu'on va aussi faire un exercice physique au fond,
non seulement on augmente la consommation d'oxygène, mais on va diminuer le pH dans le muscle, et donc ça va ouvrir la circulation dans le muscle, et le muscle, si la circulation est ouverte, il consomme, et ça accélère encore plus le risque de syncope. Autrement dit, si vous faites un effort violent au fond pendant une apnée, c'est peut-être pas l'apnée qui suit qui va directement être délétère, mais c'est peut-être celle d'après, ou c'est peut-être un effet cumulatif des différentes apnées qui est un facteur de risque. De la même façon, si vous avez bu de l'alcool, ne serait-ce que la veille, c'est un effet vasodilatateur qui va contrecarrer l'effet du diving reflex, et donc l'effet protecteur, la vasoconstriction périphérique, elle est beaucoup plus dure à se mettre en place. Vous voyez que c'est multifactoriel. La syncope, il y a plein de raisons qui font que prévoir la syncope, c'est très difficile. Par contre, limiter les risques, ça, c'est très facile. Je vous remercie. J'ai essayé de respecter à peu près le timing. Alors, pour vous donner une idée, alors, on me pose la question de savoir quel était le taux d'oxygène toléré par Morgan Bokis. Pour vous donner une idée, la saturation normale en oxygène, la SaO2, qu'on mesure au doigt par exemple, normale c'est 98 à 100%. À partir de 80%, on considère qu'on met les gens en réa, en assistance ventilatoire. Il est descendu en dessous de 40. Oui, Fabrice. La question qu'on se pose tous, c'est comment améliorer la phase de bien-être. Parce qu'évidemment, tant qu'on est bien, on est relâché. Évidemment, après, on a envie de respirer. Cette phase de lutte, il faut l'accepter. Mais la recherche du bien-être dans la durée est un petit peu notre dada, on va dire. Alors, améliorer la phase de bien-être, il faut jouer sur deux aspects. Déjà, l'aspect physiologique pur, mais il y a aussi l'aspect préparation mentale. Parce qu'on ne peut pas séparer, dans des disciplines comme l'apnée, la préparation physique de la préparation mentale. Donc, cette phase de bien-être, elle est liée non seulement qu'à la physiologie, mais aussi à tout ce qui est relâchement, relaxation. Moins on va solliciter des muscles pendant la phase de préparation, moins ils vont consommer, et donc plus cet oxygène va permettre d'être utilisé par le cœur et par le cerveau. C'est beaucoup plus difficile dans les épreuves comme l'apnée dynamique, par exemple, puisque forcément, l'organisme, là, il est confronté à un paradoxe, c'est-à-dire il doit consommer un minimum tout en produisant un exercice. Et c'est là où la discipline de chasse sous-marine, elle est extrêmement contraignante par rapport à des disciplines d'apnée classiques. Après avoir fait le tour un peu de différents apnéistes que j'ai sollicités, sur une séance d'entraînement en apnée classique, sur une séance d'1 heure, on va voir qu'il y a à peu près 10-15 minutes d'apnée pure. Sur une séance de chasse sous-marine de 5 heures, avec des ordinateurs équipés, j'ai jusqu'à 3h30 d'apnée pure. Donc, l'apnée elle-même, c'est considéré comme de l'apnée aiguë, alors que la chasse sous-marine, c'est de l'apnée chronique. Et je pense que pour améliorer cette phase de bien-être, il faut travailler sur la chronicité, c'est-à-dire augmenter sur les durées d'apnée, pas une apnée, mais sur la durée d'apnée sur une séance. Donc enchaîner un petit peu des séances hypoxiques, avec, c'est-à-dire des apnées, on va dire, théoriquement, quand on fait de l'apnée, oui, effectivement, mais théoriquement, quand on fait de l'apnée, on fait de l'hypoxie. Oui. Alors que quand on nage, moi j'ai entendu beaucoup de nageurs, on a travaillé avec des nageurs, hein, j'ai entendu beaucoup de nageurs qui disaient, moi je fais de l'hypoxie en faisant du 3-5-7. 3-5-7, il n'y a pas d'hypoxie. Par contre, s'il me dit, moi je fais 25 mètres, battement de jambes, apnée, là je dis, oui, là tu fais de l'hypoxie. D'accord ? Donc l'hypoxie, elle doit être mesurable. Je pense qu'avec le problème de l'apnée statique elle-même, c'est que pour avoir une hypoxie, il faut des apnées de longue durée. D'accord ? C'est pour ça que moi j'ai toujours privilégié, y compris pour les gens qui faisaient du statique, le travail en dynamique. Parce que le travail en dynamique permet d'augmenter le CO2 plus vite et de baisser l'oxygène plus vite que le travail en statique pour des durées équivalentes.
Fabrice. L'entraînement sur le vélo apnée, ce genre de choses. Pardon? De l'apnée sur le vélo, ce genre de choses, par exemple. Oui, tout à fait.